Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information de 9 h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Le président ghanéen John Dramani Mahama a décrété jeudi 3 jours de deuil national après l'incendie d'une station-service qui a fait au moins 90 morts dans la capitale Accra. Le décret prend effet de lundi, tandis que les opérations de secours se poursuivent tout au long du week-end. Marie-Angèle Ngono. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Ghana par le président John Dramani Mahama pour rendre hommage aux victimes de l'incendie d'une station qui a fait au moins 90 morts. Ce décret prend effet à partir de lundi prochain et les opérations de secours se poursuivent tout au long du week-end. Le chef de l'exécutif ghanéen qui s'est rendu sur les lieux a qualifié de catastrophe ces pertes en vie humaine. Pendant plusieurs jours, la station était occupée en permanence par des gens cherchant à s'abriter des pluies torrentielles. Les prévisions météorologiques indiquent que la capitale ghanéenne Accra devrait s'attendre à de nouvelles précipitations. Les inondations ont créé des scènes de désarroi dans plusieurs quartiers, surtout défavorisés. Les habitants tentent de récupérer ce qui peut encore l'être de leurs effets et une opération générale de salubrité est en cours. En visite ce jeudi à N'Djamena, le président nigérian Muhammadu Buhari a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram. Par ailleurs, il a appelé à ce vœu à un renforcement de la coopération entre les deux pays. Abdulaziz Maïga. Au lendemain d'une visite au Niger, le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari était ce jeudi à N'Djamena. Investi à la tête du Nigeria il y a une semaine, Buhari a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram dont l'insurrection et sa répression ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Ici dans la capitale tchadienne, les deux pays faisant partie de la coalition régionale contre les insurgés islamistes ont encore affiché leur détermination. Le chef de l'exécutif nigérian a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les hommes d'Aboubacar Shekau, notamment dans la région de l'extrême nord du Cameroun, soumise à une pression croissante, et sur le territoire nigérian pour libérer des villes frontalières. Outre la coopération militaire, Buhari a plaidé pour une meilleure coopération entre le Tchad et son pays pour les questions frontalières de migration et de circulation des personnes et des marchandises. Par ailleurs, Idriss Déby a lui réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Tchad à collaborer avec le Nigeria. Le Nigeria et ses voisins le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin se sont entendus au début de l'année 2015 pour intensifier leur coopération afin d'endiguer la menace régionale que consistent les islamistes. Les acteurs de l'agriculture ouest-africaine seront en forum à Bamako du 15 au 18 juin prochain. Ce forum sera organisé dans le but de faire face au climat en Afrique de l'Ouest. Judith Kwendo. Un forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest se tiendra à Bamako du 15 au 18 juin prochain. Ce forum servira d'opportunité pour l'adoption du cadre d'intervention pour l'agriculture intelligente face au climat AIC de la zone CEDEAO et le lancement de l'Alliance ouest-africaine pour l'AIC. L'objectif du forum est d'animer une réflexion collective sur les opportunités, les problématiques, les défis et les choix stratégiques liés au développement d'une agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO souhaite désormais intégrer à travers ce forum un nouveau type d'instruments de politique publique, les instruments d'adaptation de l'agriculture ouest-africaine face aux risques climatiques dans le sens d'une agriculture intelligente face au climat. Parmi les participants attendus figurent les représentants des 17 pays ciblés par le forum, à savoir les 15 pays de l'espace CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie, les représentants des organisations d'intégration régionale, des réseaux régionaux d'organisations de producteurs, d'éleveurs et de pasteurs et des organisations du secteur privé. Rappelons que l'AIC est considérée comme une agriculture adaptée aux nouvelles contraintes climatiques qui préserve et accroît la production alimentaire tout en protégeant l'environnement, réduisant ainsi les émissions produites par l'agriculture. Les ministres des 12 pays de l'OPEP ont débuté les discussions ce vendredi au siège du cartel à Vienne pour décider de leur objectif de production pour les 6 mois à venir. Le compte rendu de Judith Kwendo.
Les ministres des 12 pays membres de l'OPEP se sont réunis ce vendredi au siège du cartel à Vienne dans le cadre des discussions pour décider de leur objectif de production pour les 6 mois à venir. Pour le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, chef de file de l'OPEP, les conditions s'améliorent et qu'il espère qu'elles continueront de s'améliorer. Lors de sa dernière réunion, le cartel avait conservé son plafond de production inchangé à 30 millions de barils par jour dans l'objectif de contenir la production des pays hors OPEP et de stimuler la demande. Le plafond du cartel est figé à ce niveau depuis plus de 3 ans. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions pour cette réunion. Personne ne parle d'augmenter ou de diminuer la production ou d'augmenter le cours avant la réunion. Nous voulons discuter, nous voulons regarder ce rapport et notre travail est de nous assurer que l'offre et la demande sont équilibrées. Ce qui se produit maintenant, c'est que la production de pétrole dont le prix est équilibré avec le marché, cette production se poursuit. Mais ce dont le coût est au-dessus du prix, eux cessent et ce n'est pas source de profit. Près de 6 mois après l'une des réunions les plus commentées de l'OPEP, la décision avait porté un sévère coup au cours du pétrole déjà fragilisé. L'organisation semble partie pour poursuivre avec cette stratégie. Le réchauffement de la planète est plus que jamais une préoccupation internationale. L'Afrique, particulièrement, se heurte au défi d'adaptation à ce phénomène. Mais selon le porte-parole du groupe Afrique, Seyni Nafo, les négociations du sommet de Paris en décembre sont une chance pour accélérer le développement du continent. Marie-Angèle Ngono. 3% des émissions de gaz mondiales, indique le porte-parole du groupe Afrique, Seyni Nafo, à Bonn, en Allemagne, où se déroulent les négociations sur le futur accord. Dans cette situation, la question du réchauffement de la planète ne devrait pas se poser sur le continent, car dans la plupart des pays africains, le système énergétique est embryonnaire, explique le négociateur pour les 54 pays, et donc pas besoin de décarboniser l'économie qui fait appel à l'énergie fossile plus polluante. Mais l'Afrique subit les effets du changement climatique et se heurte au défi d'adaptation. Il est donc question de trouver comment le continent peut profiter de la dynamique diplomatie du climat et d'une dynamique de la finance pour avancer contre l'éradication de la pauvreté et le financement de son développement. Ainsi, les négociations du prochain sommet de Paris en décembre se présentent-ils, selon Seyni Nafo, comme une chance pour accélérer le développement du continent grâce à l'accès à une énergie propre. L'Afrique a le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Elle est aussi la région avec le plus grand potentiel d'énergie renouvelable, mais celle qui a le taux d'accès le plus bas à l'énergie, souligne-t-il. La question du financement des besoins d'adaptation dans les pays les plus pauvres est l'un des sujets les plus sensibles dans les négociations climat. La signature d'un accord à Paris dépendra en partie des garanties à ce sujet. À ce stade, le Gabon et le Maroc sont les seuls pays du continent à avoir décliné leur plan climat. Les pays africains sont censés remettre leur contribution avant le 31 octobre prochain. Parlons de culture dans cette édition d'information. Du 4 au 7 juin, au cinéma L'Arlequin à Paris, se tient la 3e édition du festival Nollywood. Le Nollywood Week permet de découvrir ou de redécouvrir le cinéma nigérian en 4 jours. Il est devenu le rendez-vous des amateurs d'une industrie cinématographique qui évolue au fil du temps. Roland Diakou. Selon les chiffres annoncés en 2014 par les autorités nigérianes, Nollywood, l'industrie du film de ce géant économique africain, pèserait plus de 5 milliards de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA. Ce montant serait supérieur si l'on prenait en compte les chiffres liés à la piraterie qui gangrène le 7e art du pays. Le festival Nollywood Week, dont la 3e édition se tient du 4 au 7 juin prochain à Paris, est un témoin majeur et un sérieux accompagnateur de l'évolution de l'industrie cinématographique nigériane. La chaîne Nollywood TV a permis au public du continent africain et autres de changer la perception qu'ils avaient jusque-là des films venus du Nigeria. Aujourd'hui, non seulement Nollywood est reprise par de nombreux opérateurs en France, mais elle vient aussi d'être rachetée par le groupe Canal+ via sa filiale Canal Overseas. Pendant 4 jours, le public français et autres africains de la diaspora pourront découvrir une dizaine de projections de films tirés sur le volet des performances musicales, des séminaires et ateliers de la remise du prix du public du cinéma de la première puissance économique africaine.
Nollywood est le nom donné à l'industrie cinématographique du Nigeria. C'est en grosso modo une production de 1000 films par an en moyenne, ce qui représente un peu moins de films que Bollywood en Inde, mais plus que Hollywood aux États-Unis. Nollywood est donc le deuxième producteur des films au monde. Datant de 1992, elle est une industrie très jeune qui utilise des méthodes de production et des financements innovantes. L'industrie a aujourd'hui atteint l'âge de la maturité et des studios de production de tailles importantes et autres sociétés de production ont fait leur apparition dans ce paysage médiatique, ce qui n'a pas toujours été le cas. En moyenne de production, un film prend entre 7 à 10 jours et le budget se situe entre 7 000 et 12 000 euros, environ 7 800 000 francs CFA. À titre de comparaison, un film d'Hollywood coûte en moyenne 60 millions d'euros pour une durée de production d'un an. Bien que le résultat des premières productions n'était pas d'une grande qualité technique, l'originalité des histoires racontées a tout de suite fait de Nollywood un succès de grande ampleur. Le festival qui se tient cette année au cinéma d'Arlequin est devenu le rendez-vous des amateurs d'une industrie cinématographique qui évolue au fil du temps. Parlons de sport et plus singulièrement de football. En passe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et avant sa dernière rencontre de la phase de groupe, le Ghana a définitivement assuré sa qualification en venant à bout de son adversaire de Panama sur un score de 1-0. Michel Zuey. La formation ghanéenne de moins de 20 ans s'est finalement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Junior en Nouvelle-Zélande. Les Blacks Satellites ont arraché leur ticket de qualification en battant les Panaméens sur la marque d'1-0, signé Emmanuel Boateng à la 82e minute de la deuxième mi-temps. Le Ghana est donc la première équipe africaine à faire un coup double en validant non seulement sa qualification, mais termine également premier de sa poule, à savoir le groupe B, devant l'Autriche, finalement tenu en échec par l'Argentine. Pour la suite de la compétition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, au prochain tour, le Ghana affrontera le troisième du groupe A, C ou D, le 10 juin à Wellington. Après le départ du sélectionneur français Hervé Renard, les champions d'Afrique sont toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui devront affronter le Gabon le 14 juin prochain à Libreville dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 seront conduits par l'ancien entraîneur adjoint Kamara Ibrahim que la fédération ivoirienne a choisi pour assurer l'intérim. On retrouve une nouvelle fois Michel Zuey. Alors que la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 pointe à l'horizon, les éléphants de Côte d'Ivoire qui doivent livrer leur premier match à Libreville face au Gabon, comptant pour la première journée, le 14 juin prochain, ne connaissent pas encore le nom de leur nouvel entraîneur. À cet effet, tout en espérant trouver dans les plus brefs délais le successeur au Français Hervé Renard, parti entraîner le club de Lille en France, la Fédération ivoirienne de football a jeté son dévolu sur l'Ivoirien Kamara Ibrahim, ancien entraîneur adjoint d'Hervé Renard et dirigeant actuel de l'équipe de moins de 23 ans. Ce dernier assurera l'intérim lors de cette première sortie des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Gabon. Il faut tout de même préciser que la Fédération de Côte d'Ivoire a lancé un appel d'offres international de candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et que la date limite du dépôt des dossiers pour les techniciens a été fixée au 14 juillet 2015 prochain. À Bujumbura, l'opposition burundaise a contesté l'actuel médiateur de l'ONU pour la zone des Grands Lacs, Saïd Djinnit, en l'accusant d'avoir transmis un rapport au chef d'État de la communauté est-africaine présent au sommet de Dar es Salaam sur la crise au Burundi dont elle ignore le contenu. Pour ces 17 partis politiques de l'opposition, les Nations Unies doivent envoyer un nouveau médiateur. Dina Kousou. Aux Nations Unies, un nouveau médiateur de l'ONU pour la crise qui secoue ce pays de la zone des Grands Lacs. Pour les opposants burundais, Saïd Djinnit aurait trahi le lien de confiance établi lors du dialogue entre ce représentant onusien et l'opposition. Pour preuve, la transmission d'un rapport dont le contenu est méconnu par l'opposition lors du sommet de la communauté est-africaine sur la crise burundaise à Dar es Salaam en Tanzanie dimanche dernier. Accusé de partialité pendant les échanges entre le régime Nkurunziza
Nkurunziza et l'opposition appuyée par la société civile burundaise. L'envoyé spécial de l'ONU aurait également soutenu un troisième mandat de Pierre Nkurunziza durant le dernier sommet. Aujourd'hui, c'est comme un seul homme que l'opposition unie burundaise a ouvertement refusé la médiation de Saïd Djinnit, bien qu'ayant le statut de cheville ouvrière du dialogue politique qui a réussi à réunir les différentes parties burundaises en vue de trouver une solution à la crise qui est née de la volonté du chef de l'exécutif de briguer un troisième mandat. Mais l'opposition burundaise aurait-elle gain de cause ? Cette interrogation a lieu d'être évoquée. Le représentant onusien Saïd Djinnit bénéficie actuellement de la confiance de toute la communauté internationale pour ses efforts pour le retour à la stabilité au Burundi, alors que les plus hautes autorités burundaises ont officiellement accepté le report des élections que laisse présager de telles contestations de l'opposition. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 7. Au revoir.